Ok, merci. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue à cette session sur la résistance aux antimicrobiens chez la femme enceinte et le nouveau-né en Afrique. Et nous sommes contents de vous accueillir aujourd'hui dans cette session. Moi, c'est Dr. Dixon Moukeba. Je serai votre modérateur de ce jour et le présentateur du jour sera le professeur Andy Boulaboula. Et ce que nous pouvons dire, c'est que la résistance antimicrobienne reste vraiment un tueur silencieux en Afrique qui ne dit pas son nom, qui passe inaperçu, mais est à l'origine de beaucoup de décès au sein de nos hôpitaux et surtout dans des populations à risque telles que les femmes enceintes et les nouveau-nés. Et le professeur Andy va nous en dire en long et en large et certains d'entre nous qui auront des expériences à partager pourront aussi le partager à cette occasion. Alors, professeur Andy est spécialiste en prévention et contrôle des infections, clinicien épidémiologique. Il est aussi le point focal Afrique au sein de Africa CDC pour la PCI et il a plusieurs fois été expert appelé dans plusieurs organismes pour apporter son appui dans le renforcement des systèmes de santé en Afrique. C'est lui qui sera notre orateur de ce jour et nous allons l'accorder au minimum 45 minutes pour parler et nous allons prendre les questions, les ajouts et les différentes suggestions pour améliorer nos sessions et nos pratiques au niveau de nos institutions. Professeur Andy, vous êtes là? Oui, docteur Dixon, bon après-midi à tous. Est-ce que vous m'entendez? 5 sur 5, professeur. Bienvenue et nous vous laissons la parole pour commencer la session. Merci. D'accord, merci pour votre temps et merci pour l'invitation. C'est un plaisir de retourner sur cette plateforme pour partager un peu de notre expérience sur un sujet d'actualité. Il s'agit aujourd'hui d'une discussion sur la résistance aux antimicrobiens. On va se concentrer un tout petit peu sur les populations vulnérables et le focus sera placé sur les femmes enceintes et les nouveau-nés. Et la région qui nous concerne aujourd'hui, c'est l'Afrique. On ne va pas essayer d'aller trop loin. On va rester en Afrique pour cette discussion. Alors, pourquoi ce sujet est crucial en Afrique? On va énumérer au moins quatre raisons. En fait, la résistance aux antimicrobiens menace la vie des mères et des nouveau-nés sur l'entièreté du continent africain. Donc, c'est un problème qui nous affecte doublement dans cette dyade qui est composée de la mère et de l'enfant. Alors, il y a plus de 130 000 décès néonatals par an en Afrique, en tout cas, qui sont liés de manière directe ou indirecte à des infections par des germes qui sont devenus résistants aux antimicrobiens. Et là, on précise des antibiotiques parce que la grande majorité de ces infections sont d'origine bactérienne. Alors, la troisième raison, la septicémie maternelle, reste une cause majeure de décès. Alors, par septicémie maternelle, on voit ici la présence de ces microbes dans le courant, dans l'économie sanguine, et qui entraîne ici toutes sortes de manifestations. Et c'est là, finalement, cette septicémie est souvent provoquée par des bactéries multirésistantes. Alors, par multirésistante, on voit ici une bactérie qui ne répond plus à plusieurs antibiotiques qui, auparavant, donnaient des résultats, de bons résultats, c'est-à-dire éliminer, supprimer l'infection
Euh, et du coup, ces bactéries ne répondent plus à ce bon nombre d'antibiotiques qui étaient autrefois efficaces. La quatrième raison que nous avions retenue dans cette revue de littérature sur la question, c'est donc un accès limité aux moyens diagnostiques. Vous allez voir les conséquences de cet accès limité, mais aussi l'accès aux antimicrobiens de qualité et donc à un environnement sûr qui fragilise en fait les systèmes de santé. Non seulement il y a un problème de surutilisation des antibiotiques disponibles, il y a aussi un problème d'accessibilité ou d'accès aux antimicrobiens. Et donc, déjà qu'on a un problème diagnostique, et puis là, on va plus insister sur le côté paraclinique dans cette chaîne de diagnostic. On va aller au-delà du clinique ou de l'exercice clinique pour associer la partie biologique, la partie paraclinique, qui est tout à fait limitée au niveau du continent africain, et on va le voir avec certains chiffres dans les prochaines diapositives. Alors, l'ampleur du problème en Afrique. Évidemment, l'Afrique subsaharienne va présenter ici la mortalité, ou présente la mortalité néonatale due au sepsis, en tout cas la plus élevée au monde. Mon objectif, c'est pas de rentrer dans des discussions cliniques, des discussions de taxonomie et ou du lexique médical en termes de différence entre sepsis, infection néonatale, septicémie. Il y a énormément de différences entre ces différents termes, mais cela revient aux subtilités de l'expert en néonatologie et à l'accessibilité des paramètres paracliniques qui vont décider sur la précision de chacun de ces termes. Mais sinon, de manière interchangeable, parfois, ces termes sont utilisés et là, à défaut, parce qu'on ne devrait pas normalement les utiliser. Mais là, on va essayer aussi de rester un tout petit peu précis dans ce qu'on rapporte. Donc ici, effectivement, il s'agit du sepsis qu'on est en train de rapporter. Alors, en deuxième lieu, il y a les agents pathogènes eux-mêmes qui sont résistants et qui sont responsables d'au moins 3 décès néonatales sur 5. On va voir, il y a une liste euh, de ces pathogènes qui ont été répertoriés par des études en Afrique. Lesquelles études, moi-même, j'ai participé dans plusieurs, probablement plus d'une dizaine euh, d'études vraiment uniques en termes de la taille de l'échantillon, en termes de, des analyses paracliniques évoluées et en termes des analyses biostatistiques et épidémiologiques poussées pour révéler la magnitude du problème sur le continent africain. Alors, en troisième lieu, il y a plus de la moitié des décès maternels dus à des infections liées à des bactéries résistantes au traitement de première ligne. Vous verrez, dans l'antibiothérapie, on va souvent parler de première ligne, de deuxième ligne, etc. Donc, première ligne, ce sont les médicaments efficaces, moins toxiques. Deuxième ligne, vous allez souvent avoir des médicaments qui deviennent de moins en moins accessibles, mais aussi de plus en plus toxiques. Et donc, dans le choix du médecin, ne va pas toujours porter sur la deuxième ligne. Et puis, il y a des médicaments de dernier recours qui sont très efficaces, mais aussi avec un niveau de toxicité assez important. Ça devient lourd pour le patient de supporter ce traitement à long cours, etc. Et l'accessibilité sur le plan économique, ça devient très compliqué. Et en Afrique, ce qui concerne l'économie et l'accessibilité aux médicaments, c'est une discussion importante. Parce que la plupart des pays, vous en avez 55 en Afrique, et plus de la moitié sont vraiment sous le seuil de la pauvreté et l'accessibilité aux produits de qualité reste une problématique d'actualité. Alors, en quatrième lieu, la résistance aux antimicrobiens va compromettre les progrès vers les objectifs de développement durable. Là, je mets 3.1, 3.2 qui sont tout simplement liés à la réduction du taux de la mortalité maternelle et à la réduction du taux de la mortalité néonatale. Et on va donc
voir deux graphiques ici qui reprennent, n'est-ce pas, les objectifs de développement durable 3.1 et 3.2 qui, à l'horizon 2030, on voudrait bien faire passer le taux mondial de mortalité maternelle, en tout cas en deçà de 70 ou 70 décès pour 100 000 naissances vivantes. Et à l'heure actuelle, ou du moins à l'heure où on a eu ces données, 2017, on était encore à 473. Ça n'a pas vraiment beaucoup changé. Donc, on est encore très, très loin des objectifs par rapport à la projection de 2030. Pour ce qui concerne les nouveau-nés, on a fait des progressions. Il y a eu, pardon, des progrès. On voudrait réduire ça de 12, en deçà de 12 pour 1000 naissances vivantes à l'heure actuelle, ou du moins en dernier lieu en 2020, où on a trouvé cette publication, on était encore à 26,8. Donc, on a encore du travail sérieusement. Et si je dois mettre tout ça du moins en perspective, je dois vous dire que parmi les trois causes majeures des décès néonatales, les infections néonatales représentent la troisième cause la plus élevée. Et donc, c'est pas une petite cause. Alors, sur le plan régional, qu'est-ce qu'on a en matière de résistance aux antimicrobiens? Évidemment, en Afrique de l'Ouest, on prend des données prédominantes venant du Nigeria et du Ghana. On a ici, par exemple, l'espèce Klebsiella, Klebsiella multirésistante, et Escherichia coli qui produit les bêta-lactamases, donc les BLCE, qui vont neutraliser tout simplement tous les antibiotiques contenant, n'est-ce pas, le bêta-lactame. Et comme vous le savez, on utilise énormément les bêta-lactamines dans le traitement des infections chez nous et notamment ici les céphalosporines de troisième génération qui sont très, très utilisées. Souvent les seuls dans la catégorie dernier recours chez nous, entre guillemets, parce qu'il y a un problème d'accès aux antibiotiques. On ne sait pas aller plus loin, ou si on va plus loin, il y a encore des difficultés énormes d'accès. Alors, en Afrique de l'Est, on prend aussi les données du Kenya et de l'Éthiopie. On a ici le Staphylococcus aureus, ou alors le staphylocoque doré, résistant à la méticilline, et Acinetobacter baumannii, qui est résistant au carbapenem. Et les carbapenem représentent ici vraiment une des classes, des derniers recours en termes de prise en charge des patients avec infection multirésistante. En Afrique centrale, on va prendre quelques données de la RDC et du Cameroun. On a des bacilles à gram négatifs produisant des bêta-lactamases, et notamment les Klebsiella au niveau néonatal. En Afrique australe, on a des données de l'Afrique du Sud et de la Zambie. On a aussi le SARM, on a les GBS, donc les groupes B, et qui sont tous ici résistants plutôt à la clindamycine, qui est aussi une molécule assez forte, mais maintenant on a des résistances vraiment qui foisonnent. Alors, en termes de pathogènes, en termes de microbes, s'il y a des journalistes sur l'appel, des pathogènes clés dont les profils de résistance vont être aussi discutés, on va en énumérer 5 qui causent vraiment des difficultés énormes. Vous avez Klebsiella pneumoniae, qui est une cause majeure de sepsis néonatale et souvent produit des bêta-lactamases et c'est aussi résistant au carbapenem. Vous comprenez déjà que le problème est très grand. Un enfant qui attrape une Klebsiella euh, résistant déjà au carbapenem, vous êtes préparé déjà mentalement à des problèmes très sérieux. Le pronostic est très engagé. Et dans nos milieux où il y a encore des difficultés énormes d'accès et même encore des dosages des produits sur le marché, vous comprenez tout de suite que le tableau est très, très engagé. Alors, Escherichia coli va aussi entraîner ici des infections urinaires maternelles et sepsis néonatale et qui sont résistants à l'ampicilline, à la gentamicine et à la ciprofloxacine.
ceux qui sont sur cet appel et qui ont travaillé dans des unités de pédiatrie, ils connaissent le petit acronyme AMPI-JANTA pour dire ampicilline, gentamicine. C'est vraiment des molécules sur la liste des produits essentiels de l'OMS qui sont accessibles ou indiqués vraiment en première ligne dans les infections néonatales. Et maintenant, on a des résistances vraiment très élevées à ces deux molécules. Et donc, dans notre étude, dans le projet Barnot, on a recommandé tout simplement à l'OMS des nouvelles molécules et de les remplacer en Pyjanta parce que on a des valeurs de résistance très, très élevées à ces deux molécules dans la zone africaine. Alors, le groupe BS, ici, ça cause principalement, c'est une cause principale en tout cas de sepsis néonatale, en tout cas précoce. Précoce ici, on va voir selon les définitions, mais souvent dans les 3 jours et les définitions opérationnelles, ça peut aller jusqu'à 7 jours après la naissance. Euh, et voilà. Et donc, il y a des résistances à la clindamycine qui causent alors une grave situation. Acinetobacter baumannii et les autres espèces, ici, vous avez vraiment un pathogène hospitalier qui était euh, autrefois considéré comme euh, pas important sur le plan clinique, mais maintenant, il a pris vraiment de l'importance sur le plan clinique. Et c'est pas qu'un un pathogène de contamination des échantillons, mais il est maintenant un des éléments listés vraiment en tête par rapport aux causes des infections en néonatologie. Et ça ramène vraiment une grande proportion de résistance aussi. Et c'est important de le répertorier. Et il y en a qui ont inclus ce pathogène comme un élément sur la liste d'alerte et de surveillance. OK? Donc, je dois dire que souvent dans nos cours de pédiatrie et ailleurs, bon, du moins, il y a plus d'une dizaine d'années, euh, on en parlait dans les GBS ici, qui est un des streptocoques du groupe B. Hein, et voilà, c'était souvent cité. Mais maintenant, aujourd'hui, vous en avez beaucoup plus, hein, au-delà de ça. Le SARM, donc le staphylocoque doré, résistant à la méticilline, pardon, est aussi fréquent dans les infections, surtout en post-césarienne. Alors, quels sont les facteurs favorisant la rame chez les enfants, pardon, chez les femmes enceintes? Vous avez l'utilisation fréquente d'antibiotiques en l'absence d'infection confirmée. Donc, c'est une mauvaise utilisation, je dirais une utilisation irrationnelle d'antibiotiques parce qu'il n'y a pas de diagnostic d'infection, mais on utilise euh, d'antibiotiques et surtout des infections non bactériennes. Vous avez par exemple toute la sphère ORL. L'épidémiologie va vous renseigner sur la fréquence d'infections bactérielles, pardon, d'infections virales dans cette sphère ORL euh, qui plutôt ne devrait pas justifier l'utilisation d'antibiotiques, qui sont des molécules indiquées en cas d'infection d'origine bactérienne. Et donc, il y a tout simplement une mauvaise indication de cette utilisation d'antibiotiques qui va entraîner euh, la genèse de résistance aux antimicrobiens. En deuxième lieu, vous avez un manque d'accès aux outils de diagnostic rapide. Oui, ça se justifie. Toute fièvre n'est pas d'origine bactérienne et donc toute fièvre ne devrait pas être traitée en donnant des antibiotiques. Et encore là, il faut mettre en avant les principes d'utilisation antibiotique rationnelle, c'est-à-dire vous avez une bonne indication, vous avez la bonne molécule, vous avez la bonne dose pour la durée qui est prescrite, OK? Et donc, la personne observe ces recommandations pour permettre d'avoir le meilleur résultat.
En troisième lieu, c'est vraiment là l'automédication et la vente non réglementée des antibiotiques. Euh, Vous avez les antibiotiques vendus à même le sol, au marché, à côté des légumes, des antibiotiques dans les officines où il n'y a pas de pharmacien, en fait, c'est des vendeurs de médicaments. On n'a pas besoin de prescription médicale. On a accès aux antibiotiques et chacun en prend à la dose qui lui plaît. Euh, on ne sait pas pour quelle indication. Et là, c'est une porte d'entrée au phénomène de résistance aux antimicrobiens dans la communauté et dans les hôpitaux. En quatrième lieu, c'est vraiment là les conditions d'hygiène précaires en maternité, augmentant les risques d'infection. Je vais m'arrêter un moment sur les conditions d'hygiène précaires. Par mot hygiène, on va voir le niveau hygiène personnel, corporel, l'hygiène au niveau du personnel soignant, hygiène environnementale, c'est-à-dire où les patients sont suivis et soignés. Il y a toute cette batterie de la gestion des déchets au niveau des hôpitaux. Il y a cette accessibilité aux stations de lavage de mains. Il y a cette pratique du respect des indications de l'hygiène de main. Donc, euh, c'est vraiment absent. L'accessibilité même pose déjà problème. Les ressources qui vont soutenir une pratique d'hygiène de main n'accompagnent pas l'indication, c'est-à-dire quoi? Il n'y a pas peut-être d'eau courante, il n'y a pas de savon, encore moins d'alcool. Et s'il y a de l'alcool ou les gels hydroalcooliques, quelquefois la concentration est moindre et est inférieure à ce qui est indiqué. Donc, il y a tous ces aspects qui vont encadrer conditions précaires en matière d'hygiène. OK? Et hygiène, dans nos milieux francophones, souvent on réfère à la prévention contre les infections à l'hygiène. Il y a un peu plus que ça. Donc, la prévention contre les infections, ça va au-delà de l'hygiène. Il n'y a pas que l'hygiène en ce qui concerne la prévention et les contrôles des infections. Alors, on a discuté des facteurs chez les femmes enceintes. On va discuter des facteurs favorisant la rame chez les nouveau-nés. Il y a cette prescription systématique d'antibiotiques en néonatologie. Ils ne sont pas soutenus souvent par les tests ou les examens paracliniques. Il y a cette hospitalisation prolongée, des procédures invasives. Il y a plusieurs autres raisons qui vont accompagner la décision de garder les nouveau-nés longtemps. Là, c'est la prématurité, c'est des facteurs ou des risques infectieux chez la maman, c'est une malformation, etc. Ça va entraîner une hospitalisation prolongée et donc un risque d'exposition aux facteurs de résistance, notamment ici les gènes codants pour la résistance. On a publié dans nos recherches avec le Barnas Project, par exemple le CTXM15, qui est un gène codant pour la production de bêta-lactamase. C'est finalement devenu un gène communautaire. Il est très, très répandu dans la communauté. Et dans notre étude, chez les femmes enceintes, par exemple, on a trouvé jusqu'à 12,5% de ces femmes qui étaient porteuses du gène codant pour euh, les bêta-lactamases. Et vous imaginez une femme enceinte qui porte ça. Et donc, l'exposition, déjà à la naissance, le bébé est colonisé par des germes portant ces gènes-là. Et donc, la résistance est tout de suite un grand risque. Et jusqu'à 50% de ces nouveau-nés finissaient par développer l'infection à ces germes portant le gène codant pour la résistance en produisant les bêta-lactamases, qui sont des enzymes, en fait, détruisant les antibiotiques de la classe des bêta-lactamines. Alors, il y a l'autre élément, c'est la suroccupation. Vous avez par exemple deux, trois malades sur le même lit. Chez les tout petits, les nouveau-nés, on en met trois, ou deux à trois dans une même couveuse. Et vous vous rendez compte, il y a donc là une promiscuité telle, l'échange des gènes codants pour la résistance et même de pathogènes déjà résistants aux antibiotiques est tout simplement une question de temps.
et ça va très vite. Et donc, il y a une faible conformité ou respect de l'hygiène de main dans les unités néonatales. Et là encore, le niveau des indications de l'hygiène de main dans le milieu néonatal est très, très élevé. Le turnaround time est vraiment très court et vous devez tout de suite, à chaque fois, euh, vous nettoyez les mains. Et lorsque vous utilisez beaucoup le gel hydroalcoolique, après un certain temps, les surfaces palmaires de vos mains deviennent gluantes. Et donc, c'est un appel, c'est une indication au lavage de mains, c'est-à-dire eau et savon, pour éliminer physiquement euh, les, les- les matières organiques qui se sont déposées sur vos mains et donc qui sont tout simplement le véhicule et euh, le lieu même où se déposent les microbes que vous ramassez sur toutes ces surfaces que vous touchez. Voilà. Alors, l'autre élément, c'est la transmission verticale des bactéries résistantes. Il faut s'arrêter un petit instant sur transmission verticale. C'est quoi le concept de transmission verticale? Ça veut tout simplement dire une transmission de la mère à l'enfant. Donc la mère, par voie d'accouchement, quand de donner naissance au bébé, on transmet des bactéries avec résistance. Il y a aussi la transmission horizontale. On a déjà donné naissance au bébé, le bébé est à côté de la maman et le bébé est colonisé par les germes qui sont portés par la maman. On va aussi s'arrêter un peu sur le mot colonisation qui est différent de infection. En fait, colonisation, ça réfère à la présence de micro-organismes sur la surface corporelle. Et en termes de surface corporelle, il y a aussi, on considère les tubes digestifs comme étant ou faisant partie de cette surface corporelle et donc excluant de l'économie sanguine euh, ces micro-organismes. Et il y a aussi absence de la réponse immunitaire contre l'agression qui est représentée par la présence des micro-organismes sur la surface corporelle. Alors, l'infection, quant à elle, il y a non seulement présence de micro-organismes en dehors de la surface corporelle, c'est-à-dire dans l'économie et dans les orifices qui sont naturellement stériles, on retrouve euh, des micro-organismes et qui entraînent, élément très important et créant la différence entre les deux concepts, va entraîner la réponse immunitaire. Donc, il y aura maintenant la présence et la production des immunoglobulines et l'expression clinique de l'infection. Donc, vous avez là des symptômes et des signes qui vont apparaître et qui vont être suggestifs de l'infection. Voilà, colonisation, infection. Deux concepts différents et qui doivent être maîtrisés lorsque on doit parler de la prévention et du contrôle des infections. Alors, c'est quoi les conséquences cliniques de la résistance aux antimicrobiens dans ces groupes vulnérables, des femmes enceintes et des nouveau-nés? Première conséquence clinique, la mortalité liée au sepsis résistant, c'est-à-dire sepsis causé par des pathogènes résistants aux antimicrobiens. Vous avez entre 20% et 50% selon les contextes. C'est énorme. Donc, sur 100 femmes enceintes qui ont attrapé cette infection, vous pouvez en avoir jusqu'à 20, entre 20 et 50 qui vont en mourir. C'est important de savoir que c'est des chiffres effrayants. Alors, deuxième conséquence, le retard au traitement efficace dû à l'absence de confirmation diagnostique. Évidemment, on y va à l'aveugle ou à l'aveuglette. Vous n'avez pas de diagnostic paraclinique, vous ne savez pas si cet antibiotique est dirigé vers quel pathogène et quel est son profil de résistance euh, aux antimicrobiens. Et donc, vous ne savez pas, c'est finalement euh, un retard au traitement efficace parce que vous allez vraiment tâtonner et ça amplifie la problématique, ça amplifie la situation, ça amplifie le problème de la résistance aux antimicrobiens. Alors, l'utilisation des traitements de dernier recours
déjà très coûteux et j'en ai dit un petit mot avant, et même toxique. Par exemple, plus comme la cholestine, c'est très grave, c'est très compliqué. Lorsque vous avez déjà bousillé vos chances euh, de répondre aux antibiotiques usuels, il faut recourir aux molécules souvent plus toxiques et plus chères et plus efficaces et très difficiles d'accès dans nos régions. Le pronostic devient engagé. Risque de séquelles graves chez les survivants, évidemment, au niveau neurologique, au niveau auditif. Vous avez des conséquences cliniques très sérieuses. Donc, la rame, c'est très sérieux. Euh, il faut voir, on a des collègues qui sont des figures au niveau mondial en termes de ces conséquences. Il y en a qui ont été tout simplement, on a remplacé toute la face. On a fait la chirurgie faciale, on a tout enlevé parce que les microbes, les micro-organismes multirésistants ont détruit la face. On ne pouvait rien faire que transformer et tout remplacer. Vous avez des gens qui sont partis pour une fracture normale et ils finissent des années à l'hôpital parce qu'il y a des problèmes d'infection qui ne répondent à rien. Je m'excuse déjà pour cette diapositive, elle est très chargée. J'ai pas eu le temps de finir. Euh, bon, voilà. Mais sinon, le contenu est très intéressant. C'est finalement des preuves clés de ce qu'on vient de présenter là, des études africaines. Il y en a beaucoup. euh, ou quelques-unes. En tout cas, dans ce projet, on a publié autour de 10 euh, qui vous renseignent sur le niveau, sur la magnitude de la résistance aux antimicrobiens chez les nouveau-nés euh, dans le milieu moins nanti, en Afrique et en Asie du Sud-Est. Hein. On a réalisé ce projet dans 12 sites cliniques, 7 pays africains, dont le Nigeria, le Rwanda, l'Éthiopie et l'Afrique du Sud. Et j'ai patronné le site sud-africain pendant 3 ans. Euh, on a sélectionné, inclus dans cette étude, plus de 36 000 nouveau-nés suspectés de sepsis. C'est vraiment un échantillon très grand. Ça a permis d'avoir des données assez précises sur la question. Vous avez les hémocultures qui étaient positives chez environ 7% des cas. Hein. Parmi elles, plus de 60% des isolats bactériens produisaient des bêta-lactamases à large spectre et donc principalement euh, des pathogènes comme Klebsiella pneumoniae et Escherichia coli euh, étaient en tête. Résistance donc élevée aux antibiotiques de première ligne. Donc, je reviens sur l'acronyme AMPI-GENTA, donc ampicilline, gentamicine, et même de deuxième ligne, céphalosporine de troisième génération. C'était tellement élevé comme résistance. Et donc, ces deux lignes, on ne sait pas quoi en faire en Afrique maintenant. Donc, vous pouvez prescrire ça à l'aveuglette et ne pas avoir des résultats. Bon, autour de ça, il y a d'autres facteurs qu'on ne contrôle pas très bien, c'est-à-dire le niveau du dosage des antibiotiques accessibles sur le marché. Ça peut aussi être tout simplement la raison de la non-réponse. Mais il faut retenir que nous avons des données probantes sur la résistance élevée, en tout cas à ces deux lignes d'antibiotiques recommandées par l'OMS, en cas des sepsis néonatales. Voilà. Maintenant, ce qui effraie vraiment, c'est la résistance au carbapenem. Notamment chez Klebsiella, vous avez jusqu'à 30% dans certains hôpitaux. Et la mortalité des nouveau-nés avec ces infections confirmées est de l'ordre dans les 40%. Alors, it's just frightening. C'est vraiment effrayant. Et la majorité des infections étaient nosocomiales, pas nosocomiales. Donc, c'est des infections en milieu hospitalier. OK? Donc, la personne ne vient pas avec cette infection de la communauté, mais l'a obtenue réellement en milieu de soins, donc avec une transmission liée à des défaillances en PCI, en prévention et contrôle des infections. Lorsque vous avez une mauvaise hygiène de main, lorsque vous avez une mauvaise hygiène environnementale,
lorsque vous avez des mauvais contrôles administratifs, des mauvais contrôles d'ingénierie, lorsque vous avez l'absence totale de la substitution, l'absence totale de l'élimination, et donc ici, de personnel soignant non formé en prévention contre les infections, écoutez, c'est pas des choses rares. Jusqu'à aujourd'hui, les personnels soignants on nage encore dans la vingtaine de pourcents qui ont déjà entendu parler de PCI, donc en termes de formation. Imaginez-vous, vous êtes sur un lit d'hôpital, parce que je ne vais pas citer quelqu'un d'autre, mais vous-même sur un lit d'hôpital, et vous avez tout ça autour de vous. Des gens qui ne connaissent rien du tout sur la PCI. Donc, ils vous touchent en désordre, c'est-à-dire ils ont des mains pleines de microbes et ils viennent vous examiner avec ça, sans se laver les mains, sans désinfecter les mains. C'est vraiment un grand risque. Plusieurs fois, moi, j'ai eu à tonner sur des infirmiers ou des confrères qui s'occupaient de mes enfants et j'ai exigé de voir le responsable d'unité ou de l'hôpital parce que c'est très grave. Je comprends les conséquences et je ne veux pas qu'on soit dans les statistiques des gens qui ont subi des infections parce que les personnels soignants a refusé de se former ou de se conformer aux principes qui sont connus. Et donc, même sur le plan éthique, c'est une morale, c'est une obligation morale pour nous, personnels soignants, de maîtriser les éléments de base en termes de prévention et contrôle des infections. Les ressources, il y en a. Gratuites, oui. Payantes aussi, et même mieux parce que vous avez quelqu'un qui vous explique ces concepts. Vous avez quelqu'un qui vous amène tout droit vers la pratique recommandée probante. J'insiste sur l'éducation, sur la formation. Et ces PCI, bravo, parce que c'est dans des plateformes de ce genre qu'on apprend des experts dans les domaines, qu'on s'émule à apprendre davantage et à sauver des vies. Retenez le mot sauver des vies, parce que finalement, c'est ça qu'on doit faire. On ne vient pas soigner des patients et en perdre à chaque minute à cause d'une mauvaise adhérence, observance des principes qui sont déjà connus. Donc, l'ignorance ici n'est pas acceptable. Voilà, les preuves clés, ça continue. On pourra partager avec vous les références pour votre propre euh, lecture. Mais quels sont les défis majeurs? Là, je dois vraiment accélérer. J'ai une autre réunion dans quelques minutes. Donc, les défis de la surveillance en Afrique, par exemple, vous avez moins de 10% d'établissements qui rapportent régulièrement des données sur la rame. C'est-à-dire tout simplement, ils n'ont pas des capacités diagnostiques pour savoir déjà le niveau du problème chez eux. Les tendances de la rame dans les infections maternelles sont très mal suivies. Déjà, mauvaise capacité diagnostique, le suivi va aussi en pâtir. Donc, ce qui vous reste, c'est la prévention. Il faut déjà apprendre les méthodes de base, les précautions standards devant toute personne avec infection confirmée ou suspectée ou non, vous devez utiliser les méthodes standards, les précautions standards pour prévenir les infections. Troisièmement, vous avez ici les infrastructures de laboratoire limitées pour détecter les gènes de résistance ou identifier les pathogènes. Les gènes de résistance, vous pouvez noter, aller lire. Vous avez par exemple le CTX-M15, vous avez les OXA48, vous avez le KPCM, vous avez plein. Vous pouvez aller lire là-dessus. Codant pour les carbapenémases, codant pour le bêta-lactamase, euh, etc. Vous avez peu de pays, en tout cas, qui sont pleinement engagés dans des plateformes internationales comme GLASS, qui récoltent des données au niveau des pays et l'OMS va les analyser en termes de résistance. Alors, qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui a réussi? Quels sont les exemples de réussite en Afrique? Vous avez par exemple en Éthiopie ce qu'on appelle IBC Bundles, donc le paquet d'intervention PCI en néonatologie, c'est notamment la réduction significative des flambées acleptielles grâce à l'hygiène de main. La formation du personnel, j'y reviens encore là-dessus. Et maintenant, ça, ce sont des données publiées, formation du personnel et nettoyage renforcé. C'est des choses qui marchent. En Éthiopie, ça a donné des très bons résultats.
Au Nigeria, l'inclusion de la rame dans la politique des soins des santé de la reproduction, santé maternelle, santé néonatale des enfants et des adolescents. Donc, une adoption des protocoles PCI et audit de qualité. En Afrique du Sud, on a longuement travaillé, donc, bon usage post-césarienne, des protocoles nationaux limitant les antibiotiques prolongés. Et donc, il y a une baisse de la surutilisation. Vous utilisez trop les antibiotiques pour des raisons non élucidées, sans indication sérieuse. Au Kenya, agents de santé communautaire, donc les relais communautaires, comme on les appelle dans plusieurs pays, euh, donc la sensibilisation des femmes enceintes à l'hygiène et à l'utilisation responsable des antibiotiques. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont formé les relais communautaires. On leur a donné des notions de PCI pour qu'ils aident. Et j'en ai déjà formé plusieurs sur les continents en réponse aux épidémies, choléra inclus, Marburg, Ebola, Mpox, Covid, etc. Alors, quelles sont les solutions préventives et innovatives, ou alors les innovations? Il y avait la vaccination maternelle contre le streptocoque B, qui est en cours d'essai. Les résultats sont assez prometteurs, mais on doit attendre encore un peu. Vous avez les agents pathogènes résistants euh, qui sont responsables euh, dans 3 décès néonatales sur 5. Il faut avoir déjà les capacités diagnostiques pour les diagnostiquer, les mettre en évidence à temps et donc orienter l'antibiothérapie sur base de l'antibiogramme, des résultats de l'antibiogramme. Comme ça, on ne tâtonne pas et on n'amplifie pas le problème. OK? La RAM, ici, compromet les progrès vers les objectifs de développement durable. On a développé comme solution préventive un cadre de prévention et contre les infections en néonatologie. On a aussi développé un cadre de prévention des infections au niveau de la santé maternelle. Donc ça, c'est des documents et des schémas développés sur base des résultats et des données probantes. Donc là, ce sont des solutions, on pourra vous partager plus tard des ressources, etc. Alors, la vaccination maternelle a été citée, les soins ombilicales à la chlorhexidine, qui est un antiseptique. On en a à plusieurs concentrations. Vous avez aussi les diagnostics rapides dans les structures de premier niveau. Vous avez l'éducation adaptée au contexte culturel sur la rame et l'hygiène. En tout cas, si vous oubliez tout aujourd'hui, vous vous rappellerez quand même de l'éducation. Formez-vous et merci d'être déjà à cette plateforme dans ces rendez-vous hebdomadaires pour apprendre davantage et ça aide. Alors, les actions politiques, peut-être on va pas trop s'y attarder, mais on doit impliquer nos politiques dans les décisions prioritaires. On doit intégrer la rame dans les stratégies en ce qui concerne les soins de la reproduction, les soins de santé primaire. On doit investir dans les services d'eau, d'assainissement et d'hygiène, ainsi que dans la PCI. On doit développer les laboratoires nationaux et les réseaux de surveillance pour avoir des diagnostics rapides, pour avoir les moyens diagnostiques rapides, accessibles, OK? Et de grandes performances. On doit aussi aligner les politiques nationales avec celles de l'Afrique acidifiée et de l'OMS. Et bien, on est là, en un seul mot, avec les recommandations des niveaux global, des niveaux régional, des niveaux mondial. Alors, quelles sont les priorités de recherche en Afrique? Étudier la pharmacocinétique, par exemple, et l'efficacité des antibiotiques chez les nouveau-nés. Mon étudiante en PhD qui est maintenant, qui a fini ses études, on a longuement travaillé sur ça, notamment en matière de probiotiques, ok, pour voir aussi comment ça a amélioré la santé chez les prématurés des très faibles poids de naissance. Vous avez aussi le suivi longitudinal de la transmission mère-enfant des pathogènes résistants. J'ai publié une méta-analyse là-dessus. Ça peut être aussi consulté en ligne. L'intégration de la résistance antimicrobienne dans les enquêtes démographiques et de santé. Il faut voir. En Afrique du Sud, j'ai publié un travail
l'utilisation inappropriée de médicaments, des antibiotiques et la mauvaise qualité des antibiotiques qu'on peut rencontrer parce que sous-dosé, ça crée de problèmes. Nous avons aussi l'hygiène environnementale au niveau de clinique qui favorise la transmission, qui favorise les infections associées aux soins. Et nous avons aussi une transmission verticale de bactéries résistantes de la mère à l'enfant et bien d'autres facteurs qui favorisent tout cela. Nous sommes en la phase de questions. Si vous avez de questions, de compléments, nous allons prendre peut-être après de compléments d'expérience. Des questions prioritairement adressées au professeur Andy. Veuillez ouvrir votre micro pour donner votre question. Oui, bonjour, bonjour à tous. En fait, c'est pas Bonjour. trop une question, mais avant la diapo qui disait merci, le professeur était en train de souligner quelques points et malheureusement, je les ai pas totalement cernés. Si c'est possible qu'il les reprenne, s'il vous plaît. Professeur Andy? Il parle de l'avant-dernière slide, c'est ça? Oui, oui. Oui, celle-là. Euh, ok. Ouais, non, j'ai parlé PC Academy Online. C'est une corporation d'éducation en matière de prévention et contrôle des infections, dont je suis le fondateur et c'est enregistré avec le gouvernement fédéral canadien. Donc, on forme les professionnels en matière de PCI. Et je disais que tout celui qui est intéressé, il peut vérifier cette adresse-là, ipcacademic.ca. Évidemment, on est en train de tout changer euh, parce qu'on est passé de la plateforme sud-africaine à la plateforme canadienne. Et donc, on a changé tout sur notre site Internet pour rentrer dans euh, les réglementations canadiennes. Donc, d'ici quelques semaines, vous aurez le site Internet qui sera actif et vous aurez accès à des cours gratuits et à des cours payants. Vous aurez aussi accès à des services de consulting. Voilà, donc je forme énormément des gens dans ce sens-là. Celui qui est intéressé, il peut bénéficier de notre expérience. C'est tout ce que je disais. Merci. Merci, professeur. Vous l'avez souligné ici clairement que la formation, l'information sont la base pour améliorer la pratique de PCI. Une autre préoccupation, chers collègues, avons-nous d'autres préoccupations, de questions concernant ce sujet? Rappelons le sujet, la résistance. D'éléments nouveaux en rapport avec la... Alors, je reviens sur les facteurs des risques que le professeur a évoqués, qui sont incriminés dans la survenue de la résistance aux antimicrobiens chez la femme et les nouveau-nés. Mais je suis resté sur ma soif. Pourquoi j'ai dit que je suis resté sur ma soif de facteurs sont liés à la femme et à son environnement hospitalier. Mais je peux me permettre de dire qu'il y a aussi d'autres facteurs qui sont liés aux habitudes alimentaires et à l'environnement dans lequel la femme est aussi en train de vivre. Comme le prof a évoqué vers la fin l'aspect de la composante One Health, où on doit intégrer tous les autres secteurs de la vie, le secteur des animaux, les secteurs de l'environnement pour la bonne surveillance de la résistance aux antimicrobiens.
Pourquoi j'évoque ceci? Parce que dans la littérature, aujourd'hui, on est en train de découvrir qu'il y a des germes résistants qui se trouvent dans beaucoup de matrices environnementales. Et par exemple, dans l'eau, si je prends l'exemple de la ville de Kinshasa où nous vivons, l'eau que nous sommes en train de consommer qui vient de la régie des eaux, le système de traitement qui est mis en place ne permet pas de détecter des germes résistants dans l'eau ou d'en éliminer si, il y en avait autant parce que le seul traitement qu'ils font, c'est la chloration. Et si on ne tient pas compte de ces secteurs, on risque toujours de demeurer dans ce problème de résistance aux antimicrobiens. Un autre aspect, c'est par la consommation des aliments. Actuellement, il y a de fermes sur la ville de Kinshasa qui sont dans l'utilisation des antibiotiques ou de produits pharmaceutiques qu'ils donnent au bétail qu'ils élèvent, aux porcs, voire même les poules élevées dans certaines fermes. Et je pense que ce sont des facteurs aussi qui contribuent à l'augmentation de la résistance aux antimicrobiens. Et une surveillance holistique, j'étais en train de me dire, si on pouvait surveiller la résistance aux antimicrobiens comme on est en train de surveiller les autres cas des maladies à potentiel épidémique, ça peut contribuer tant soit peu à mener des actions, à mettre sur pied des actions pour diminuer ou lutter contre ce problème. Il se pose encore une fois de plus la question du laboratoire parce que des peu de structures sur Kinshasa ou à l'intérieur de province font difficilement de culture ou de antibiogramme avant de pouvoir donner les antibiotiques aux femmes enceintes ou aux enfants lorsqu'ils naissent avec d'autres problèmes de santé qui sont suspectés être infectieux. Voilà un peu le commentaire que je voulais placer. J'aimais beaucoup plus les perspectives de recherche. On va beaucoup plus essayer de lire dessus pour voir qu'est-ce qui peut être fait dans l'avenir. Merci à vous, cher Emmanuel, pour cette contribution. Oui, Mathias, vous avez la main levée. Vous Docteur avez... Dixon, Oui, oui, docteur André. Allez-y. la réunion à laquelle je devais être est déjà en cours. Là, je viens Oui. de me connecter sur un autre appareil. Question de réagir rapidement à certaines interventions et puis je dois être obligé de partir. Donc, je dois rapidement remercier docteur Emmanuel. C'est très bien et pertinent, comme d'habitude. Euh, voilà, ma présentation était plus concentrée personnel soignant, milieu hospitalier. La discussion communautaire, vos éléments rentrent très bien dedans et c'est très apprécié d'ailleurs. Euh, j'ai couvert un tout petit peu en parlant des données des femmes enceintes colonisées. Elles ne sont pas infectées, mais elles étaient colonisées, étaient donc porteuses des gènes codants pour la résistance. Il y a tellement à dire et c'est un sujet qui me passionne. Donc, on peut passer des heures à discuter, prendre, à échanger là-dessus. Donc, voilà, c'est une très bonne intervention et ça répond très bien à la partie communautaire. Même ma cible était plus personnel soignant et milieu hospitalier, mais vos éléments sont tout à fait pertinents. Et on pourra en discuter peut-être une autre fois, donner une présentation concentrée sur la communauté et le One Health. J'ai aussi amené dedans cette discussion. J'ai aussi vu une question sur les pathogènes. Je pense que je les ai présentés. Vous avez donc Klebsiella pneumoniae, vous avez Acinetobacter baumannii, vous avez Escherichia coli, vous avez le streptocoque du groupe B, vous avez le staphylocoque doré, inclus le staphylocoque doré à la résistant plutôt à la méticilline. Ce sont les cinq grands qu'on a eu dans des données euh, probantes sur le continent africain. Je regarde s'il y a d'autres questions rapidement.
et la situation chez l'animal dans les services de pédiatrie. Je crois que j'ai donné toutes ces informations. Probablement, je vais vous partager maintenant au travers de SCPCI les diapositives et quelques références. Il y en a plus d'une dizaine de références clés que vous pourrez lire tranquillement. Je ne sais pas, avec votre permission, je vais devoir partir. La réunion a commencé. D'accord, merci beaucoup, professeur Randy, pour votre disponibilité malgré vos multiples préoccupations, mais vous avez eu à partager ce temps avec nous sur ces sujets. Merci beaucoup. Les autres panélistes en ligne et moi-même, nous allons continuer à animer le sujet et vous référer certains qui seront après les réponses seront envoyées dans le groupe WhatsApp de SCPCI. Merci pour vous. Nous vous laissons aller à vos autres à vos autres préoccupations. Merci. Merci, C'était professeur. un plaisir. Au revoir. Voilà, au revoir. Yes, Monsieur Mathias, vos contributions, vos préoccupations. Il y a professeur Ali, il y a docteur Valérie, tous les autres collègues qui sont là pourront contribuer à cet échange aussi. Monsieur Mathias, allez-y. Merci beaucoup, docteur Dixon. Merci au professeur et vous aussi, les panélistes et chers participants. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est une préoccupation. Quand le professeur avait balancé le défi de surveillance en Afrique, il y a eu l'image qui était à côté, mais ce qui était trop frappant, c'est le prestataire ou la prestataire de soins qui était là. Et bien sûr, elle portait sa blouse, mais avec une très longue chevelure qui n'était pas protégée. Alors, avec ça, dans le cadre des solutions préventives, donc le prestataire ou la prestataire de soins qui était là devrait quand même porter le bonnet pour essayer de protéger ses longs cheveux, parce que ça pourrait sauter sur la plaie ombilicale ou pendant les soins. Et cela pourrait nécessairement causer des infections, étant donné que les cheveux ne sont pas stériles. Et en plus de ça, ce sont des cheveux qu'on utilise souvent des produits cosmétiques et qui ne sont pas du tout bonnes pour une plaie. Alors, c'est ça que je voudrais interpeller le personnel soignant, que nous sommes en partie responsables de certaines infections qui causent des résistances. Pourquoi? Parce que notre comportement vestimentaire et l'hygiène est déficient parfois quand on est en train de prester. Alors, je souhaiterais que, avec un tel sujet, ça ne pouvait pas seulement se limiter à ces quelques minutes. Si on pourrait encore plus développer de la manière dont les prestataires de soins doivent se comporter au moment des soins en cas de néonatologie, ça pourrait aussi édifier davantage les prestataires de soins et les personnels de santé qui sont avec nous. Merci. Merci beaucoup, cher Mathias. Comme l'a souligné le professeur Randy, c'est que vraiment la faiblesse du système de surveillance au sein de nos hôpitaux est un problème sérieux parce que on manque de données sur déjà la prévalence de la rame au niveau de... Il n'y a qu'à prendre l'exemple de nous tous qui sommes ici, dans combien des hôpitaux où nous sommes affiliés, où nous pouvons, ne fût-ce qu'avoir quelques données concernant la prévalence de la résistance antimicrobienne au niveau de nos hôpitaux et même avoir le profil de sensibilité de bactéries au niveau de nos institutions, parce qu'on peut avoir plusieurs types de bactéries différents en termes de sensibilité dans différentes institutions. On peut ne pas avoir le même type de résistance au niveau de nos hôpitaux. Aussi, revenons sur les bactéries, les six grandes bactéries
qui sont dits comme en termes de surveillance, et ce sont des bactéries qu'on appelle alertes. C'est-à-dire que quand vous faites la culture dans votre institution ou le couvionnage d'une plaie post-opératoire ou on fait une culture d'urine et tomber sur l'un de ces six bactéries résistantes, c'est vraiment, en termes de surveillance, une situation où on doit lancer l'alerte si le système PC fonctionne à l'hôpital. Donc, ces six agents pathogènes qu'on a le plus souvent, on les regroupe dans l'acronyme ESCAP. Donc, ESKAP. Donc, ça regroupe l'Enterococcus, le Staphylococcus aureus, le Klebsiella la pneumoniae, la Cynectobacter, et on a ces éléments-là. Donc, on a aussi ces six agents pathogènes, ces six bactéries sont vraiment des éléments les bactéries qu'on appelle d'alerte quand le système de surveillance de la rame est opérationnel au niveau de l'hôpital. Merci. Oui, Madame Béatrice. Merci beaucoup. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, docteur Dixon, pour la question. Je voulais juste te demander, en voyant qu'ils m'ont frotté jour au jour, je vis le professeur a parlé de moins de 10% des établissements qui rapportent régulièrement les informations ou qui rapportent sur la RAM, en voyant le 20% de PCI qui y sont peut-être dans les établissements de santé que nous œuvrons. Est-ce qu'il y a des canaux déjà identifiés pour partager ces infos? Je vois que ça prend un minimum de personnes, alors que dans la réalité de l'information, même nous avons été dans la section. Et ma deuxième question, je demande si les de voir avec nos structures au niveau national, je ne sais pas, provincial, au niveau communautaire aussi. Est-ce qu'il y a déjà des démarches ou des stratégies qui sont mises en route ou en œuvre pour essayer un peu d'atteindre même la communauté? Parce que c'est vraiment une réalité que nous vivons aujourd'hui. Et si j'essaie un peu de voir au niveau de Kinshasa seulement, le, le nombre ou le pourcentage des établissements qui intègrent la paix, c'est vraiment minime. C'est comme le professeur Andy l'a dit, il y a même d'autres qui n'ont même pas cette information. Laura, spécialiste en matière, est-ce qu'il y a des propositions au niveau peut-être national qu'on a dit emboîter déjà pour essayer un peu d'élargir cette connaissance aux autres membres? Merci beaucoup. Docteur Ali, vous êtes en ligne? Oui, docteur Dixon, je suis en ligne. Je comprends, docteur Valérie. Puis vous pourriez répondre aux préoccupations de Madame Béatrice. Oui, nous avons aussi, laquelle je voulais demander quelque chose, même sur l'ensemble de ce qui a été dit. Nous avons en présence ici le docteur Antoine Lufimbo, qui est un spécialiste en biologie clinique avec beaucoup d'expérience, ancien gestionnaire d'un grand hôpital.
enfin, je lui demande de dire aussi un mot sur l'ensemble de ce qui était dit il y a quelques instants. C'est pour partager les expériences. Docteur Valérie? Merci bien, cher professeur, et bon après-midi ou bonjour à tous les participants. Je ne sais pas si je suis bien audible. 5 sur 5. Allez-y, docteur Valérie. Merci bien. Alors, on va essayer un peu de prendre de manière échelonnée, ou si je peux dire étagée, un certain nombre de considérés par des pays n'existe pas. La plupart des programmes considérés comme programmes PC, ils n'existent pas. Permettrait à ce qu'on puisse mettre, faire les choses en mise en œuvre, j'allais dire, c'est difficile Docteur parce Valérie, nous avons du que mal nous à vous devons nous saisir. organiser. Ah, c'est bon maintenant. Le budget qui doit accompagner le programme PCI n'est pas conséquent. Quand nous parlons de l'aspect PCI, les institutions étatiques, les institutions privées, à quel degré est-ce qu'elles sont atteintes ou sensibilisées? Parce que ce programme doit entrer dans un fonctionnement normal. Le programme PCI doit entrer dans le fonctionnement normal. Par exemple, dans la pyramide de santé, nous savons très bien que nous avons à un niveau Je crois que nous avons perdu docteur Valérie. Docteur Antoine, vous êtes là, docteur Antoine? je vais changer de ligne et venir plus tard. Merci. D'accord, merci, docteur Valérie. Docteur Antoine? OK. Professeur Ali? Merci pour la parole. Au fait, Madame Béatrice a raison et sa préoccupation est fondée. Moi, j'ai PCI, l'enfant, le parent pauvre de la santé, où on est, et mettre les moyens, ça veut dire penser à quelque chose, à ce secteur-là. Et docteur, le professeur Andy a souligné euh, le le retard qu'ont les pays francophones par rapport aux pays anglophones. Et si nous devons parler de la PCI dans les pays francophones, je pense que c'est avec l'avènement de la COVID-19 que ça a réveillé, ça a réveillé la plupart des gouvernements dans le monde pour essayer de revitaliser ce secteur et que la population puisse adopter les manières de la prévention pour se protéger elle-même et pour protéger les autres. Prenons l'exemple de la RDC. Je pense qu'il n'y a pas longtemps que le programme national pour mettre en ordre la PCI, hein, il n'y a pas tellement longtemps qu'on les responsables au niveau de la santé ont travaillé là-dessus et
Il y a même des améliorations. Il y a quelques mois ou quelques semaines, ils étaient encore en train de travailler. Ben, je pense que c'est un début. Et c'est aussi à nous, les consommateurs et utilisateurs, à exiger de nos dirigeants pour faire plus, pour utiliser la radio, pour utiliser la télévision, pour communiquer, pas toujours en des termes techniques, mais que les animateurs de ces secteurs puissent parler à la population pour ne pas avoir ceci, voici ce qu'il faut faire pour éviter tel type de maladie, voici ce qu'elles vont. Mais le tout va revenir à la coordination parce que c'est One Health qui est devenu secteur. Tous les secteurs qui sont intéressés à promouvoir le One Health, la santé unique, qu'ils collaborent, qu'ils travaillent sur le terrain et je pense qu'on aura de bons résultats. Voilà ce que je peux dire, docteur Dixon, sur une partie de ce que docteur Valérie commençait à dire, la question que vous m'avez posée il y a quelques instants. Merci, Merci. merci professeur, merci beaucoup. Je voulais aussi ajouter, contribuer que je pense en 2023, nous avons fait un questionnaire pour voir un peu la fonctionnalité du programme PCI au niveau Afrique. Euh, je crois que nous avions eu moins de 40% de 55 pays membres de l'Union africaine dont il y avait un programme pays qui pouvait être dit fonctionnel. Ce résultat est vraiment à prendre entre guillemets, vu que c'était une étude faite à distance, on envoyait des indicateurs et euh, les pays répondaient. On n'a pas fait de contre-expertise physiquement. Et l'un des grands problèmes qui restait malgré le 40% de États qui devaient avoir un programme PCI fonctionnel, il y avait un problème de fonds domestiques, de fonds propres du pays en termes de PCI. Dans beaucoup de pays, la PCI, comme le professeur vient de le dire, est délaissée. Souvent, c'est au moment d'épidémie, on le réveille et la plupart des fonds sont de fonds extérieurs de partenaires qui viennent en appui. Et dès que l'appui finit, tout part, on revient à la situation du départ. Ça, heureusement, c'est ce que nous vivons en Afrique. Oui, Monsieur Christian Banza, allez-y. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour la parole accordée. En tout cas, je dis merci au professeur Andy pour sa brillante présentation et en même temps pour tous les panélistes qui nous suivent. En tout cas, je pense que c'est un sujet très, très délicat, surtout pour notre pays, donc la République démocratique du Congo. Alors, j'aborderai peut-être dans le même sens que docteur Emmanuel et mes prédécesseurs, surtout en rapport avec la communauté, quand bien même professeur Andy l'avait si bien dit qu'aujourd'hui, il n'était pas question de parler de la communauté. Mais si je partage cette expérience, parce que je me rappelle en 2015, j'ai été chargé de la prise en charge dans le secteur pharmaceutique. Donc, il était question en son temps de mettre en place un projet, de mettre en place un projet de capacitation des personnels qui vont dans les officines de l'État ou soit privées. Parce que on s'était rendu compte à l'époque que la majorité surtout nous ici vivant à Kinshasa, ou dans le ville à de grandes comme agglomérations, les gens ou la communauté a tendance à plutôt, au lieu comment dire, de se rendre dans des structures sanitaires,
plutôt ils se rendent dans les officines pour acheter des médicaments ou soit pour demander conseil aux gens qui vendent dans les pharmacies. Mais malheureusement, tous ces gens qui vendent, ou les personnels, je ne sais moi comment les appeler, qui vendent dans la pharmacie, ils n'ont aucune notion sur la santé et ils ne vendent que, ils sont que des gens, c'est comme des boutiques en fait. Ils ne vendent que des médicaments, ils n'ont pas de conseils à donner. Alors il était question à l'époque de capaciter ces gens afin que à chaque fois quand quelqu'un se présente dans les officines privées ou étatiques, qu'il soit à mesure d'orienter la population dans une structure sanitaire qui est non loin, afin qu'il soit bien pris en charge. Mais malheureusement, ce qui s'est fait aujourd'hui, quand ils arrivent dans les officines, ils achètent les médicaments n'importe comment, ou ils ne savent même pas respecter la dose prescrite parce qu'ils le font d'eux-mêmes. Et là, ça pose déjà un très sérieux problème. Alors moi, je pense que en rapport avec ces sujets aussi délicats par rapport à la RAM, résistance antimicrobien, donc déjà, comme le professeur Ali venait d'ailleurs de le dire, donc il est question vraiment d'associer tous les ministères, donc c'est-à-dire il faut que ça soit un système multisectoriel où tous les secteurs soient vraiment, comment dire, mettre vraiment la main dans la pâte, où il y a vraiment cette politique sanitaire de notre pays soit vraiment intéressée afin que nous puissions ensemble lutter contre cette résistance antimicrobienne qui ne cesse en tout cas d'être un fléau qui ravage et où il y a beaucoup de gens qui ne cessent de se demander et il y a plusieurs produits qui ne donnent plus de bons résultats, alors que c'est question de cette résistance antimicrobienne à force de prendre le médicament n'importe comment. Donc, je voulais vraiment partager cette expérience parce qu'à l'époque, je me rappelle, c'était un projet. Et après, comme il y a le partenaire qui était parti, ça n'a pas été, comment dire, ça n'a pas abouti, en fait. Donc, il serait vraiment important de peut-être le gouvernement ou soit dans le gouvernement afin de mettre vraiment une politique sanitaire en place afin de lutter contre cette résistance antimicrobienne, surtout par rapport à la communauté et aussi la sensibilisation de cette même communauté. Je pense que ça pourra vraiment nous aider à avancer, à lutter efficacement contre la rame. Merci beaucoup, Dr. Dixon. Beaucoup pour la contribution. Nous vous rappelons que vous pouvez donner vos commentaires concernant la session d'aujourd'hui. Regardez dans le chat, il y a un lien echo.org pour donner votre feedback par rapport à la session d'aujourd'hui. Ça va nous permettre d'améliorer encore et encore pour vous servir de session de qualité avec des orateurs de qualité. Docteur Valérie, à vous la parole, docteur. Merci beaucoup pour la parole. Suis-je bien audible? Oui, oui, 5 sur 5, allez-y, c'est bien. Oui. Assez rapidement, j'aimerais dire qu'il est impossible de faire la PCI sans pouvoir associer les deux aspects. L'aspect établissement de santé et aspect communautaire. Donc, l'idéal est de pouvoir associer les deux. Nous devons nous poser la question, quels sont les obstacles rencontrés pour que ce qui est à l'hôpital puisse être conforme aux normes? Qu'est-ce qu'il y a comme obstacle pour que nous puissions essayer de juguler cela au niveau communautaire? Alors, très souvent, je suis un peu inquiet de l'approche qu'il y a. Les choses qui doivent se faire, c'est toujours avec per diem, c'est avec pause café, c'est avec, oui, ça améliore la qualité, ça permet de pouvoir aider. Mais quand on est à l'hôpital, nous, avec nos collègues, ensemble, si nous connaissons les choses sur la PCI, ça coûte combien de pouvoir faire une restitution? Ça coûte combien d'inviter quelqu'un qui puisse venir pour nous aider autour de ça? Nous sommes dans une très grande difficulté aujourd'hui, c'est que, comme nous disons, il faut que partenaire vienne, partenaire parti, tout s'arrête. Pour faire l'hygiène des mains, si moi-même, c'est pour ma propre sécurité, parce que le but de la PCI, on a dit protéger, se protéger soi-même, protéger le patient, protéger la communauté. Je crois qu'il y a un problème de responsabilité, de leadership, tout simplement, entre tous ceux-là qui ont fait la PCI, au-delà du fait que chaque gouvernement a une responsabilité.
chaque autorité a une responsabilité. J'aimerais conclure en disant ceci. Au lieu d'attendre tout simplement que tout parte du niveau national, au niveau organisé, il existe une mobilisation des partenaires locaux, je dis bien locaux, et des stratégies qui permettraient à ce que nous puissions mettre certaines choses en route et les pérenniser. L'utilisation de la fiche d'observance de l'hygiène demain demande combien? Que les gens puissent la connaître, les gens puissent l'utiliser et que les données puissent être colligées. Donc, nous cherchons deux fois, et en général, dans beaucoup de choses, nous cherchons des choses magiques et qui sont de très grandes, je ne sais pas ce que je peux dire, des choses impressionnantes de par des petites choses. Donc, combinons tout ce qui est combinable de façon à ce que nous puissions arriver à des résultats. Il y a des choses qui coûtent moins cher ou qui nous coûtent cher avec lesquelles nous pouvons aller de l'avant. Et pour pérenniser cela, essayons d'institutionnaliser. Et c'est là que l'État intervient beaucoup plus. Merci. Merci, docteur Valérie. Oui, monsieur Augustin, allez-y. Oui, merci beaucoup pour la parole m'accordée. Merci aussi également pour la présentation et que le thème est proposé. Oui, moi, donc, je soutiens l'idée de mes deux prédécesseurs, mes deux prédécesseurs par rapport à la mise en œuvre du PCI en RDC. Moi aussi, je crois que je ne suis pas sûr que la RDC, donc que le PCI, c'est quelque chose de nouveau en fait en RDC. Parce que ça existe depuis que le système de santé existe en RDC. Ça existe, que ça soit à travers, donc, dans tous les programmes, au moins ça existe, surtout en milieu hospitalier. Maintenant, peut-être c'est un problème de standardisation. Et je ne crois pas aussi qu'il faut un programme de PCI. Parce qu'on n'a pas besoin d'un programme, c'est de militaires plutôt pour avoir une politique de PCI. Donc, on transforme ça en politique et que ça soit implémenté dans tous les autres programmes qui existent déjà. Parce que la PCI reste une activité transversale. On va rencontrer ça en transfusion sanguine, on va rencontrer ça dans la surveillance épidémiologique, on va rencontrer ça dans quasiment tous les programmes. Et, pour le niveau des hôpitaux, peut-être renforcer donc l'inspection. Au moins, si on traduisait ça en politique, on pourrait renforcer au niveau des inspections. Ceux qui viennent inspecter donc les commentaires sanitaires, qui veulent s'assurer que le PCI est respecté. Maintenant, en milieu communautaire, ça rentre dans le cadre des activités de santé publique qu'on connaît habituellement, qui soit à l'unique, que ce soit au P ou autre programme. Bon, c'est mon point de vue. Moi aussi, je ne suis pas vraiment sûr qu'il faut une centralisation, qu'il faut en faire un programme. Peut-être militaire pour que ça soit une politique, et que ça soit intégré dans tous les autres programmes qui existent déjà. Merci beaucoup. Nous allons pour dernière question. Docteur Antoine, allez-y. Merci beaucoup, docteur Dixon, pour la parole accordée. Docteur Antoine, vous êtes là? Je suis là. Merci beaucoup, docteur Dixon, pour la parole accordée. Intervention par rapport avec le thème du jour. Et le deuxième portera sur la problématique de la PCI dans notre pays. Et voilà. Pour le premier point, la rame, certainement, c'est un sérieux problème. On peut même dire que c'est un problème de santé publique. Et dans notre contrée, il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer au-delà de ce que le prof Andy a présenté. Le premier que je trouve
comme plus important à ajouter sur ce que le prof a signalé, c'est l'automédication qui est développée. Il n'y a plus de restrictions pour ce qui concerne la vente des antibiotiques dans les boutiques qui vendent les médicaments parce que nous n'avons pas assez de pharmacies dans beaucoup de coins dans notre pays qui répondent aux normes. N'importe qui peut venir acheter n'importe quelle molécule antibiotique. Et Dieu seul sait comment ces antibiotiques sont fabriqués. Qui est, qui est ancré dans la culture de la plupart de la population congolaise. Un autre aspect non négligeable, c'est nos laboratoires qui sont sous-occupés. Les plateaux techniques laboratoires sont insuffisants. En milieu hospitalier, on se réfère à des protocoles, à des schémas thérapeutiques standards, sans toutefois recourir à la culture et à l'antibiogramme. Cela favorise l'utilisation des antibiotiques sans aucune preuve bactériologique. Maintenant, nous avons la... Je vais rester hospitalier. Il y a un problème de leadership local au sein de chaque structure. Plusieurs responsables, les médecins directeurs, les directeurs de nursing, ils reçoivent une formation sur la PCI. Les superviseurs de zones de santé, de la DPS, des bureaux d'hygiène, ils passent pour superviser. On se rend compte des déficits qu'il y a. Mais il n'y a pas un seul début d'amélioration. On sort l'argent pour les supervisions, on constate qu'il y a des déficits, on forme les gens, mais on n'équipe pas. Ça pose problème. Pour que dans chaque service, qu'il y ait ne fût-ce qu'un kit de lavage des mains, est-ce qu'il faudrait que le gouvernement de la République puisse venir doter des kits de lavage des mains? Et pourtant, on peut bien les avoir localement. Donc, au niveau de nos structures, il y a une insuffisance de leadership au sein de nos directeurs. Et c'est là à plusieurs niveaux. Parce que comme le docteur Valérie l'a dit, il y a des choses simples qui peuvent être implémentées et qui peuvent avoir une incidence dans la réduction, n'est-ce pas, des infections hospitalières. Au niveau de la communauté, bien évidemment, comme la thématique ici se rapporte à la femme enceinte principalement et à son bébé, il y a besoin de bien vouloir sensibiliser les mamans lors de consultations prénatales, leur montrer quels sont les méfaits des automédications par des antibiotiques et quelles sont les conséquences ultérieures sur leur bébé et sur la santé de leur bébé. En des termes simples, les femmes enceintes peuvent intérioriser et commencer, dans la mesure du possible, à éviter l'automédication. Montrer aux femmes enceintes quels sont les gestes utiles qu'elles doivent adopter pour éviter les infections parce qu'elles sont vulnérables. Et qu'est-ce qu'elles doivent faire pour, une fois que l'infection, une maladie est déclarée, au lieu de s'automédiquer, elles puissent aller dans les structures de santé. Donc, voilà ma petite réflexion par rapport à cette thématique très intéressante
mais qui demande, au-delà de nos connaissances, nous devons passer dans l'action. Et l'action, il faudrait des gens qui sont disponibles. Il faudrait également un minimum de volonté, mais aussi des ressources. Alors, je partage l'expérience d'un hôpital dans lequel je travaille où il y a beaucoup de volonté dans l'hygiène hospitalière. L'hôpital met suffisamment de moyens pour avoir tous les produits qu'il faut afin que l'hôpital puisse être un hôpital sans odeur. On met un accent particulier sur l'hygiène, sur la propriété au sein de l'hôpital, que ce soit des matériels, que ce soit du personnel, que ce soit de l'environnement. Et en tout cas, dans la plupart des cas, nous n'avons pas assez de problèmes liés aux infections nosocomiales au sein de notre hôpital où nous travaillons au centre hospitalier Lumbulumbu de Kin. Mais nous avons des bactéries, nous faisons juste des cultures avec antibiogramme parce que on a des petits soucis avec notre tomate, mais nous sommes en train de vraiment basculer vers les systèmes manuels parce que les maintenances posent problème. Merci. Bonne suite des échanges à tous. Merci, Antoine, pour ce partage d'expérience. Et surtout, nous avons d'autres collègues qui proposent même que ces genres de questions soient aussi proposées et débattues au niveau de ces peines à l'hôpital. Le sujet est certes très intéressant, mais malheureusement, le temps ne nous appartient pas. On veut bien continuer, mais nous sommes déjà à près d'1h40 de notre sujet d'aujourd'hui sur la discussion. Et nous devons de clore le sujet. Et vu l'enthousiasme, vu euh, l'intérêt dont tout le monde présente, le professeur Ali, c'est sûr, il va nous proposer dans les jours à venir d'autres sujets qui vont dans le même sens de la résistance antimicrobienne au niveau des institutions, au niveau de nos hôpitaux. Et de ce fait, nous allons inviter le professeur Ali à dire un mot avant que nous puissions clôturer définitivement cette session d'aujourd'hui. Professeur Ali? Merci, docteur Dixon, d'abord pour avoir mené de main de maître cette modération et j'espère que ça ne sera pas la dernière fois parce que vous êtes avec CPCI depuis ses débuts comme animateur. Je remercie aussi tous les participants pour leur contribution et échange. C'est ça qui fait vivre cette plateforme. Je reviens sur la demande d'une certaine manière qui est faite pour avoir une session qui traite des différents problèmes qui restent pendants sur la thématique en question. Euh, Au fait, nous avons une formule aussi à SCPC où nous organisons une session qui est animée par les participants. Et moi, je pense que à la fin, parce que nous avons encore 2 semaines pour 2 sujets sur le thème, pourquoi pas organiser une session au mois de juin, en début du mois de juin, où les participants sur les problèmes pendants, sur l'organisation, sur la législation,
comment organiser cela, la lutte anti euh, résistance aux antimicrobiens au niveau communautaire et au niveau des structures. Ce sont des problèmes qui restent pendants. Nous allons trouver une formule, mais une suggestion aussi de la part des participants nous orienterait mieux pour avoir un sujet où tout ça organise et il y a un modérateur qui oriente cela. Docteur Valérie, est-ce que vous avez une suggestion à faire pour une session pareille? Oui, cher professeur, je crois que la proposition est bien retenue. Nous allons pouvoir mettre à jour nos différents participants en temps opportun et certainement avant la fin de la semaine prochaine sur cette session libre qui est assez intéressante. Merci. Merci beaucoup, docteur Valérie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut ajouter un apport à ce que docteur Valérie a dit? Je pense que ça viendra. Vous pouvez écrire dans le groupe si une idée vous passe par la tête. Je remercie tous les participants. Je remercie aussi Eco India qui nous a permis d'arriver. Mais nous demandons aussi à tous les participants de remplir le formulaire sur vos avis, enfin, donner vos avis sur la session qui vient de s'écouler. Oui, il y a Jean-Pierre Casadi. Oui, merci beaucoup, Est-ce que c'est professeur. sûr? C'est Oui, sûrement par rapport au lien que nous avons demandé qu'on puisse nous le renvoyer pour le formulaire, mais voilà, il n'est il n'est plus pas là. possible. Le lien de formulaire. Oui. Vous l'avez vu? Non, jusqu'à présent ici. C'est ce que j'ai demandé, j'ai écrit, mais apparemment, on n'a pas pris en compte ma requête. C'était affiché. Voilà. Moi, je vois ça. Vous voyez le nom Nagma Hafez, hein, Echo. C'est là, le lien qui est là. Echo, dans le chat. Dans le chat, Si bien, professeur. regarde. Oui, le lien est encore là. Les collègues peuvent toutefois. Le lien est là. Merci. Là, on marque Echo. Sinon, je dis merci à tous et à la semaine prochaine. Merci. Merci beaucoup, professeur Merci, Ali, professeur, et bon week-end à votre vous. Merci. développement, surtout Merci aussi. le travail que Merci. vous Merci bien. Merci beaucoup, Merci. Au professeur. revoir. Merci à tous. Merci, Christian. Merci, bien, professeur. Merci. 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 Merci, docteur Antoine. Merci, professeur. Merci à tous. Merci, Prince.
Ça encourage même le contribuable. Ouais, non, on voulait pas monter ta bande, et puis on voulait aller. Pardon? Yanga kia. Maintenant, regarde derrière lui. Hein. Angam kubwa kumbeta. Comment tu habites? Pita, 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 pita. Kwa kana lombaka. Como Congo aqui, c'est un risque. Oh, pourquoi tu m'as fait ça? Oh, pas une fois, je suis en a clignoté. Il faut demander.